Je suis très honoré d'être ici et très honoré de la distinction de la SCF et de l'organisation locale. Vous nous permettez de respirer, de venir discuter et parler sciences. Merci à tous d'être là aussi pour nous écouter. Donc je vais vous parler un peu de mon parcours. Je vais balayer les différents résultats importants qu'on avait obtenus, parler de notre laboratoire, de notre communauté. J'ai envie de dire que, comment dire, oser entreprendre est une belle expression. Elle est tout particulièrement valable pour la chimie et ce que je vais présenter est tout simplement un exemple de oser entreprendre. Voilà. Merci pour le dernier orateur, c'était absolument remarquable. Bien, donc je viens du laboratoire de chimie de coordination du CNRS, qui est un labo phare du CNRS en chimie de coordination. Bien sûr, ce laboratoire est conventionné avec l'université Paul Sabatier de Toulouse, avec l'Institut Polytechnique de Toulouse. Et bien, ce laboratoire va avoir 50 ans en 2024, bientôt. Alors, dans ce laboratoire, nous partageons tous la même démarche. Nous sommes à peu près 270 membres, qui est de fabriquer des molécules ou des supramolécules, avec l'idée d'utiliser ces molécules à la fois pour la compréhension de la mise en place de la matière, de la conception de la matière, mais surtout pour leurs applications. Et donc, au sein du laboratoire, on a 3 axes principaux. La chimie vers la catalyse, donc l'environnement et toutes les applications environnementales. Chimie matériaux, donc tout ce qui est chimie pour les dispositifs photoniques, électroniques, et puis dispositifs électroniques. Donc dans la partie chimie cata, il y a 5 équipes, dans la partie chimie matériaux, 6 équipes, et bien sûr chimie santé, médicaments, et nous avons donc 3 équipes. Bien évidemment, cet ensemble d'une quinzaine d'équipes de recherche au laboratoire est porté par un ensemble de services communs. Au sein du laboratoire, on a 16 services communs qui nous portent et nous sommes aussi portés par la Fédération de chimie moléculaire de Toulouse qui nous aide au jour le jour à faire le travail que nous faisons. Alors, pour venir à mon équipe, donc mon équipe, nous sommes une vingtaine de personnes. On travaille tous sur le même objet. Donc, c'est l'objet bistable moléculaire. Donc, je vais citer les permanents de l'équipe. Gabor Molnar, directeur de recherche au CNRS. Lionel Salman, directeur de recherche au CNRS. William Nicolazzi, maître de conférence à l'université Paul Sabatier. Lucie Rotaboul, qui est aussi maître de conf à l'université Paul Sabatier, un ensemble de post-doc, un ensemble de doctorants. Et l'idée de l'équipe, qui est une équipe pluridisciplinaire, c'est de partir de la chimie de synthèse jusqu'à l'intégration de l'objet dans un dispositif. Voilà. Évidemment, c'est un vrai challenge et en particulier, on s'intéresse à ce qu'on appelle des molécules, on s'intéresse à des molécules dites commutables. En gros, on synthétise une famille de molécules. Dans le monde, il y en a à peu près 300-400 molécules qui ont cette propriété de switcher d'un état vers l'autre. Et notre idée dans l'équipe, c'est de commencer par concevoir ces molécules, faire des couches minces, faire des nanostructures. Et le vrai challenge, c'est d'essayer de maintenir les propriétés de ces molécules commutables, adressables, bistables, lorsqu'on les intègre dans un dispositif. Parce que du point de vue de la chimie, c'est extrêmement compliqué. Généralement, la molécule perd ses propriétés quand on essaye de la manipuler ou de l'intégrer dans un dispositif. Donc, on s'intéresse à la synthèse de ces bistables, à leur mise en couches minces, et puis à l'étude de leurs propriétés physiques, photoniques, nanomécaniques, etc. J'ai envie de dire que ce phénomène de bistabilité moléculaire, ça a passionné pas mal de nos prédécesseurs. Je citerai à cette occasion François Varé, Jacqueline Zarembowicz, Olivier Kahn, pour la partie commutation moléculaire. Pour la partie magnétisme, je citerai Michel Verdaguet,
Je citerai Dante Gatteschi au niveau européen, Hans Toftlund, John McGarvey. Tous ces scientifiques-là ont été, je dirais, nos prédécesseurs qui nous ont communiqué la passion de travailler sur ce sujet. C'est un sujet qui continue aujourd'hui, qui est très très actif. Il y a déjà 3 GDR sur ce phénomène-là, quelques GDRI internationaux, un réseau d'excellence, etc. En gros, l'idée, c'est qu'on va concevoir une molécule qui peut se trouver dans 2 états de spin, un état bas spin et un état haut spin, et que l'énergie entre les 2 états de spin est très faible, et de l'ordre de la température. De ce fait, par la température, la pression, le champ magnétique ou la lumière, on peut switcher la molécule d'un état vers l'autre. Donc la molécule est dite commutable, elle est adressable. Et ce qui est intéressant dans ces objets-là, c'est que quand on passe d'un état vers l'autre, toutes les propriétés électroniques de la molécule changent. Donc du coup, au niveau macroscopique, vous pouvez observer de drastiques changements de couleur. On passe du blanc vers le rose à l'échelle macroscopique, de façon réversible. On peut voir donc des changements magnétiques, on peut voir des changements de volume, des changements de propriétés électriques, et au niveau macroscopique, on peut avoir des transitions de phase du premier ordre avec un cycle d'hystérésis. Qui dit cycle d'hystérésis dit effet mémoire. Donc ces molécules-là peuvent avoir un effet mémoire. Voilà. Et donc l'idée, c'est de partir de ces molécules, d'essayer de les intégrer, de les avoir sous forme de couches minces, avec le maintien de leur stabilité, pour aller faire des applications en nanoélectronique, nanophotonique et surtout en nanomécanique, c'est un peu l'activité qu'on fait aujourd'hui, à savoir quand on passe d'un état vers l'autre, on peut observer des variations de volume de la molécule de l'ordre de 13%, ce qui est important. Et en plus, cette variation, elle est réversible. Voilà. Alors, donc au niveau, on va dire, un matériau moléculaire est une répétition de la même molécule dans l'espace, et les objets que nous étudions, c'est des molécules qui, je dirais, aujourd'hui, on comprend principalement toutes les propriétés spectroscopiques, à savoir leur structure, leur spectroscopie vibrationnelle, leurs propriétés locales de la molécule. Ces molécules-là, qui sont dites bistables, se présentent sous forme d'un double puits de potentiel. Et comme on a un réseau de ces molécules-là, ça veut dire que l'image, c'est qu'on a un réseau de bistables qui sont en communication. Et l'idée, c'est qu'on a une commutation au niveau de la molécule qui est switchable, mais cette molécule est connectée à ses voisines par des liaisons chimiques, élastiques, qui fait qu'on peut avoir des interactions coopératives, on peut avoir aussi à l'échelle du matériau des transitions de phase dues à ces interactions. Mais en gros, donc, un matériau dit à transition de spin, un matériau bistable, est tout simplement un réseau de bistables en communication. Bien, donc du point de vue théorique, sans aller trop dans le détail, vous avez le bistable, vous avez, donc ça c'est la molécule unique, vous avez les interactions avec ses voisines, donc c'est les interactions coopératives, et au niveau de la molécule, vous avez toute la structure vibrationnelle, et donc l'énergie d'une molécule bistable, c'est la somme de ces 3 termes. Voilà, donc il y a tout un développement théorique sur ces objets-là. Donc il y a l'étude de la mise en place des domaines de spin, l'étude de la propagation de l'état de spin en surface, et puis actuellement toute la partie nanomécanique. Bien. Donc du point de vue théorique, l'idée c'est de dire un tout petit peu, quand je prends un matériau et j'ai une transition de spin, qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que j'ai un effet random, un effet mushroom ou un effet champignon? C'est-à-dire on a tout simplement une apparition aléatoire et obéissant bien sûr à la loi de Boltzmann des états de spin quand on chauffe, donc une distribution aléatoire, ou bien est-ce qu'on a, comme ce que font les physiciens, quand on a des transitions de phase, ou est-ce qu'on a un effet de nucléation-croissance, ou est-ce qu'on a donc une apparition de domaine. Donc théoriquement, on montre qu'effectivement,
quand la transition de spin se fait, elle se fait sous forme de nucléation croissance. Et bien sûr, on a été voir par le Raman, donc en faisant de l'imagerie Raman sur des cristaux à transition de spin, et on voit effectivement, en fonction de la température, on a un effet de nucléation croissance qui démontre qu'en fait, ce processus est un processus de nucléation croissance qui se fait sous forme de domaine allant du nanomètre jusqu'au macroscopique. Alors, bien évidemment, pour étudier ces phénomènes, donc on utilise toutes les techniques spectroscopiques telles que les mesures magnétiques, l'AFM couplé au Raman, les études optiques fast et ultra fast, la diffraction X sous excitation extérieure, les propriétés électriques et toute la partie optique et photonique que nous regroupons donc dans nos services communs, pour essayer d'étudier ces objets-là dans le détail et puis surtout essayer de les utiliser. Je dirais que ce domaine de transition de spin se répartit sur plusieurs périodes. Je dirais il y a une période moléculaire, donc depuis la création de ces molécules, depuis leur découverte en 1931, je dirais la période moléculaire où les gens, les collègues, les chimistes synthétisent des molécules et étudient leurs propriétés, s'est étalée entre 1931 et 2000, 2003, 2005. Où l'idée était d'étudier ces molécules-là, les synthétiser, étudier leurs propriétés spectroscopiques. Ensuite, on avait la période à partir de 2004 où on a la mise en place de nanoparticules. 2006, toutes les études spatio-temporelles. À partir de 2006 aussi, toute la partie couche mince. 2013, c'est toute la partie système hybride, donc couplage de ces molécules avec des objets photoniques, luminescents, hybrides, composites, etc. Et bien évidemment, il y a la partie application device qui a démarré en 98 avec notre collègue Olivier Kahn qui a mis, je dirais, le premier dispositif à base de ces objets-là. Donc, pour la période dispositif, on va citer donc le travail d'Olivier Kahn qui a en 98 pour la partie affichage, notre travail sur la mémoire en 99 sur la mémoire moléculaire, le travail d'Éric Freys de Bordeaux sur la partie terahertz photonique, Mario Ruben sur la partie logique et des devices, notre travail sur la micro-nanothermométrie, le travail de Garcia sur les capteurs de pression, Beaurepaire de Strasbourg sur tout ce qui est myristor, notre travail sur les actuateurs et muscles artificiels, les Japonais Matsuda sur la partie émission optique et notre travail aussi sur la partie capteur de gaz et l'histoire des applications continues dans toute notre communauté. Bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, l'idée maintenant, c'est d'utiliser ces objets comme dispositifs. Alors, utiliser des molécules comme dispositifs, cela veut dire essayer d'intégrer ces molécules dans des dispositifs électroniques faits par nanotechnologie. Et évidemment, le challenge du chimiste, c'est qu'au moment de l'intégration, il faut que la propriété se préserve, qui est une propriété de champ cristallin, comme vous le savez, qui est hyper fragile. Et tout le problème est là. Voilà. Donc, je dirais le début de l'histoire des couches minces, c'est-à-dire d'essayer de fabriquer des couches minces avec maintien de la bistabilité, c'est ce composé-là. C'est un composé dit polymère de coordination. Vous avez le centre métallique, le fer, qui est à transition de spin. Donc, vous avez un plan 2D et puis donc le système, c'est un système 3D type polymérique. Vous avez des liaisons fortes entre l'atome de fer et ses voisins, qui fait que sur ce système-là, vous avez une transition de spin autour de l'ambiante et elle se fait avec un très beau cycle d'hystérésis. Vous avez un effet mémoire autour de l'ambiante. Et l'idée maintenant, comment faire pour aller essayer de mettre en surface cet objet sans perdre cette hystérésis. Parce que ça, c'est une propriété de bulk, de matériaux massifs.
Eh bien, quand on examine ce système, vous avez ici la pyrazine qui vient se coupler avec l'atome de fer ici. Eh bien, on va utiliser l'approche qui a été mise en place, introduite par Guy Rodescher de Strasbourg, qui est de faire ce qu'on appelle une synthèse séquentielle ou bien faire du couche par couche. Parce que qui dit pyrazine dit mercaptopéridine. Alors, mercaptopéridine, c'est la pyrazine avec un atome de soufre. Vous savez que le soufre aime bien l'or. Donc, on va faire séquentiellement déposer la mercaptopéridine sur un substrat d'or, et puis couche par couche amener le sel de fer, le sel de platine, et faire un cycle comme ça, de façon très soft, de façon très contrôlée, une synthèse très douce, couche par couche. Donc quand on fait ça, eh bien, premièrement, on obtient de très très jolies couches minces. Je dirais obtenir des couches minces, c'est faisable. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on regarde la propriété de ces couches minces, on voit que la bistabilité est maintenue. Vous voyez là, vous avez en noir, c'est la bistabilité du matériau massif. Et ici, cette courbe-là, c'est la propriété de la couche mince qui peut faire entre 5 nanomètres à 100 nanomètres, avec un super cycle d'hystérésis autour de l'ambiante, qui est un tout petit peu incliné parce que quand on fait des dépôts, on génère quand on fait un dépôt, on a des effets de surface, il y a des défauts de surface, qui fait qu'il y a besoin d'améliorer cette synthèse pour avoir quelque chose de parfait. Mais déjà, non seulement on a une couche mince nanométrique, mais en plus on a la bistabilité en surface. Ça veut dire qu'on a maintenant notre couche mince qui va nous permettre d'aller encore plus loin avec les nanotechnologues en essayant de la structurer pour faire des dispositifs. Okay ? Donc ça, c'est un premier point. Donc, eh ben voilà. Donc on va faire cette synthèse de couche mince séquentielle, couche par couche, qu'on va coupler avec de l'e-beam lithographie avec nos collègues du LAS à Toulouse de nanotechnologie, pour faire ce qu'on appelle un réseau de dots, un réseau de plots nanométriques, dont le diamètre est de l'ordre de 30 nanomètres. Donc en gros, l'idée maintenant, c'est qu'on sait qu'on a une couche mince qui a la bistabilité, et on sait la nanostructurer pour obtenir des nanodots, des objets nanométriques qui sont bistables, parce que la bistabilité a été maintenue auparavant. Bien, donc, qui dit dot, dit aussi réseau de diffraction. Donc, on peut faire de différentes formes. Là, ça vous rappelle un tout petit peu les réseaux de diffraction de l'optique. Mais ce réseau de diffraction, ces lignes-là, c'est de la transition de spin qui est adressable par la température ou par la lumière. Ce qui veut dire que vous avez un réseau de diffraction qui est adressable. Vous allez voir qu'avec ça, on peut l'utiliser pour essayer d'avoir des réseaux de diffraction en optique comme capteurs de gaz, parce qu'on vient toucher le réseau ici par un stimuli extérieur qui vient modifier son image de diffraction. Donc via l'image de diffraction, on en fait un capteur de tout stimuli qui vient autour de ce réseau-là. Mais on peut faire d'autres formes de dots, etc. Bon. Bien, donc ça a été, je dirais, 2007, les tout premiers nanodots à transition de spin bistable adressable, et donc l'histoire de leur utilisation a continué. Donc, je viens de parler donc des objets, de la bistabilité, couches minces et leur structuration. Bien sûr, la question qui va se poser maintenant, mais comment les adresser? Comment on va switcher le système d'un état vers l'autre, quoi? Comment on peut switcher d'un état 0 vers un état 1 et comment on va revenir de l'état 1 vers l'état 0? Eh bien, toujours le même matériau, on va le regarder. Si on le regarde dans le détail, ce qu'on va voir, c'est que dans ce cycle d'hystérésis ici, là, vous avez deux états stables qui sont entourés par deux états métastables. Donc vous avez ici, autour de la température de transition, cet état métastable-là, l'état bas spin, et cet état métastable qui est haut spin. Ce qui veut dire que si on est sur un état métastable, si on le perturbe par de la lumière, si on envoie un pulse de lumière,
on va pouvoir le switcher vers son état stable. C'est-à-dire on partirait de là vers ici. Et évidemment, quand on se met sur l'état métastable au spin, si on envoie un pulse de lumière comme il est métastable, il va sauter vers son état stable, c'est-à-dire l'état zéro. Théoriquement, on devrait pouvoir adresser ces objets avec 2 pulses de lumière qui sont absorbés par le matériau. Eh bien, on va faire la démonstration par spectrométrie Raman. Eh bien, on va se mettre sur ce point-là, sur le point A qui est là. On prend le spectre. Vous voyez ici, le système est complètement bas spin. Il n'y a rien dans l'état haut spin ici. Vous envoyez un pulse de 4 nanosecondes dans le verre. Eh bien, le système, il saute de là vers là. Donc, on part d'un état complètement bas spin vers un état complètement haut spin. Ça veut dire qu'on passe de l'état A vers B de façon directe par juste un pulse. Alors, si on se met maintenant sur le point C qui est là, on est complètement au spin. Si on envoie notre pulse laser de 4 nanosecondes dans le verre, eh bien, le système, il saute de cet état-là vers celui-ci. Donc, on passe de l'état au spin vers un état complètement bas spin. Ça veut dire qu'on est passé de l'état C vers D. Donc, avec 2 pulses laser autour de l'ambiante, on est capable de switcher le système d'un état vers l'autre et donc de l'adresser. Donc là, ça répond à la question qu'on a l'objet, on a la couche mince, on sait le structurer et on sait l'adresser. Donc on va continuer. Je dirais maintenant, toute cette introduction que je fais sur les résultats préliminaires, aujourd'hui au niveau de la communauté, on a trois approches conceptuelles. La première, c'est la partie photonique que je viens de montrer. La deuxième, c'est toute la partie transport électrique de ces objets en couche mince, dont je vais montrer quelques résultats. Et la troisième, c'est essayer d'exploiter le changement de volume. En gros, l'idée, on a un système bistable qu'on sait intégrer. La communauté, maintenant, essaie de focaliser sur les différents axes, les 3 différents axes, à savoir les propriétés de transport, les propriétés photoniques et les propriétés nanomécaniques, et puis leur utilisation. Alors, du point de vue de l'électrique, quand on regarde la constante diélectrique, on va montrer que cette constante diélectrique, à l'ambiante, autour du même objet, montre un très joli cycle d'hystérésis, en mettant cette couche mince qu'on a fabriquée entre 2 électrodes. Donc, du coup, on va regarder théoriquement ce qui se passe. Quand on regarde le gap HOMO-LUMO de ces objets, on va voir qu'en fait, quand on passe d'un état bas spin vers un état haut spin, ce gap-là change de 2 électronvolts vers quelque chose de 0,4 électronvolts. Ce qui veut dire que, au niveau du transport, on s'attend à ce que le transport électrique à travers la jonction du matériau va dépendre de l'état de spin. Ce qui veut dire qu'on a une sorte d'effet de spintronique moléculaire. Vous savez, la spintronique a été mise en place par Albert Fert sur les semi-conducteurs, sur la magnétorésistance géante. Là, dans nos systèmes-là, on s'attend à ce que, quand on passe d'un état vers l'autre, on a le transport qui change. Donc, quand on va mesurer le transport à travers cette jonction, on voit effectivement que le courant passe d'une valeur à l'autre autour de la température de transition. Ce qui veut dire que le transport électrique à travers d'une jonction de notre matériau dépend de son état de spin. Vous avez un transport électrique dépendant de l'état de spin. C'est ce qu'on appelle la spintronique. Voilà. Donc là, on met en évidence un effet de spintronique moléculaire dans ces objets-là. Voilà. Ensuite, bien sûr, on va fabriquer des nanoparticules de ces objets en utilisant la technique de micelle inverse. L'avantage de la technique de micelle inverse est de pouvoir contrôler la taille. Donc on peut avoir des carrés, on peut avoir des bâtonnets, des sphères de différentes tailles. Et qui dit obtenir des bâtonnets de ces matériaux, dit synthèse sous champ électrique. Donc on va synthétiser ces objets, donc ces bâtonnets entre 2 électrodes sous champ électrique,
pour pouvoir les organiser. Vous voyez ici, là, on arrive à organiser ces bâtonnets autour de 2 électrodes lorsqu'on applique un champ électrique. C'est la technique d'électrophorèse. On peut même sélectionner un seul objet entre 2 électrodes et aller mesurer son transport pour montrer qu'on a un très joli cycle d'hystérésis là, qui est un effet mémoire. Hein. Vous savez, la mémoire, c'est le fait d'avoir un cycle d'hystérésis comme ceci. En d'autres termes, pour une température donnée, vous avez 2 états possibles, le 0 qui est là et le 1 qui est là. C'est la définition même de la mémoire dans tous les objets électroniques que nous avons. C'est la possibilité d'avoir 2 états pour la même condition physique extérieure. Et là, on montre que sur un nanobâtonnet, on a un très joli cycle d'hystérésis électrique. Bien, donc en collaboration avec les collègues du LAS, on a été donc multiplier ce dispositif, on peut le multiplier à volonté pour avoir un dispositif de large capacité de stockage et de dispositifs électroniques. Bien, donc pour la partie photonique, pour la partie lumière, donc utilisation de ces objets comme étant des objets potentiellement utilisables dans le domaine de la photonique, je dirais que l'idée vient de Claude Piguet dans son papier en 1995, où il disait si je prends un objet bistable à transition de spin, est-ce que je peux ajuster l'état électronique de ce bistable quand il est dans un seul état, par exemple dans l'état bas spin, avec un luminophore qui va émettre de la lumière dans sa bande d'absorption, pour faire en sorte qu'il n'y a qu'un seul état qui absorbe la lumière. Quand on est dans l'état bas spin, la lumière sera absorbée, mais quand on est dans l'état haut spin, comme les niveaux électroniques vont changer, la lumière n'est pas absorbée, on verra la luminescence. En gros, faire un hybride luminophore bistable. C'est ça l'idée qu'il avait émise. Eh bien, nous avons été regardés de ce côté-là, en regardant les propriétés optiques de nos objets. On prend ce système ND triazole. Vous voyez, quand on regarde son absorption optique, dans l'état haut spin, il est transparent, il n'absorbe pas de lumière. Hein, voilà, dans le visible. Par contre, dans l'état bas spin, il va absorber autour du vert ici, autour de 500 nanos. Eh bien, quand on va regarder la rhodamine, lorsqu'elle est excitée, elle va émettre dans le vert, uniquement dans le vert. Ce qui veut dire que si je couple la rhodamine avec mon matériau bistable, quand on est dans l'état bas spin, la lumière sera absorbée. Par contre, quand on change l'état de spin par la température, on est transparent, la lumière n'est plus absorbée. L'idée, elle est là. Eh bien, on va fabriquer, donc, en utilisant les micelles inverses, un complexe triazole en présence de la rhodamine dans notre nanoréacteur là, ici, là. Donc on peut fabriquer des nanoparticules dans la taille de 10 nanomètres ou tout dépend des concentrations qu'il y a dans notre nanoréacteur ici. Mais l'idée c'est de mettre la rhodamine dans la sphère de coordination du matériau. Donc on a un hybride molécule à transition de spin avec le luminophore dedans. Et on va faire la manip. Voilà, donc on va déposer le matériau sur un fil chauffant. C'est un matériau nanoparticulé, mais au niveau macroscopique, on peut le déposer sur un fil chauffant. Et dans ce fil chauffant, on va faire passer un courant oscillant. Voilà, vous voyez ce qu'il y a ici, ce qui se passe ici, c'est que quand il n'y a pas de courant, la lumière est absorbée parce que le système est dans l'état bas spin, mais quand il y a un courant, la lumière est complètement larguée, donc on a la luminescence qui apparaît. On apporte la démonstration qu'effectivement, quand on est dans l'état bas spin, la lumière est absorbée, mais quand on est dans l'état haut spin, la lumière n'est pas absorbée. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on va utiliser cette propriété pour faire de la nano-microthermométrie, ce que tu as montré ce matin. Pourquoi? Parce qu'au travers de la luminescence, on va pouvoir, autour d'une température, voir si on a dépassé ou pas le seuil. Et d'ailleurs, vous voyez ici, vous avez 2 électrodes macroscopiques ici.
Et on fait des bridges, donc des fils nanométriques ici, distants de quelques nanomètres, et on va déposer notre matériau. Vous voyez là, en faisant passer le courant, vous voyez ici, il y a de la luminescence, ici, il y a le noir, luminescence, noir. Ça veut dire que par imagerie optique, on est capable d'imager la température au nanomètre près. Et bien évidemment, là, il y a des applications extrêmement importantes, ça va dans le sens de ce que tu disais ce matin. C'est qu'en biologie, il va y avoir des applications. Pourquoi? Parce que non seulement on peut imager la température au nanomètre près, mais on peut suivre la température en fonction du temps. C'est-à-dire que même si la température change en fonction du temps de façon très très rapide, le phénomène de transition de spin se fait à l'échelle de la nanoseconde, on peut suivre le changement de température. Les applications directes et utiles en ce moment, c'est un travail qui est en train d'être développé par EV Technologies, qui est de faire de l'imagerie sur des dispositifs électroniques pour tout ce qui est labellisation, tout ce qui est validation de process. En gros, les fabricants de composants électroniques ont besoin de tester l'échauffement de leur échantillon, de faire un peu des tests de qualité de leur dispositif électronique, et par conséquent, avec ce process-là, via des couches minces, ultra minces sur les dispositifs électroniques, on est capable à distance de voir s'il y a de la surchauffe ou pas et de mesurer la température sur des objets qui peuvent être très petits. Voilà, donc par la suite, évidemment, en tant que chimiste de coordination, on a développé toute une série de variantes d'hybrides de transition de spin donc photonique. Hein. Par exemple, ici, on va fonctionnaliser par modification de surface des nanoparticules à transition de spin pour y mettre des nanoparticules d'or et donc faire tout ce qui est plasmonique couplé avec la transition de spin, ou bien par silylation, ici on vient greffer un complexe de terbium qui est luminophore, et on va montrer, voilà, vous voyez ici par EDX, on voit un tout petit peu comment la nanoparticule est fonctionnalisée. Ce qu'il faut voir ici, c'est que au moment de la transition de spin, quand on suit la luminescence avec le système greffé avec du terbium, vous voyez ici, on a un très joli cycle d'hystérésis de la luminescence. Donc on peut donc moduler avec un effet mémoire, avec un effet d'hystérésis, la luminescence via la transition de spin, parce que les deux parties sont couplées, sont proches, elles sont complètement liées chimiquement. Et quand on revient au réseau de dots que je vous ai montré auparavant, maintenant si on fait ces dots-là avec le couplage avec la luminescence, vous voyez ici, on peut donc révéler le changement d'état de spin de S égale 0 à S égale 2 par la luminescence. Vous voyez ici, la luminescence est absorbée et ici, elle est complètement relarguée. Donc, au travers de la luminescence, on va être capable maintenant de mesurer les propriétés d'un seul dot et montrer ses propriétés physiques, etc. Voilà. Ça, c'est donc la partie photonique. Là, je vais passer à la partie mécanique, nanomécanique. C'est un peu la dernière partie. Combien de temps j'ai là encore ? J'ai besoin de quelques minutes. C'est bon? Bon. Alors, donc, je disais au tout début que quand on a cette transition de spin, on a des changements de volume. Donc, si on reprend le même matériau, vous voyez là, et on regarde la diffraction X, vous voyez ici déjà le volume de la maille. Quand on passe d'un état bas spin vers un état haut spin, on a une variation de volume de 13%. Et même les paramètres de maille, vous voyez là, autour de la température de transition, vous avez un véritable saut autour de la température de transition. Ce qui veut dire que si je prends ma molécule ou ma maille carrément, quand je suis dans l'état bas spin, elle est dans une situation, quand je chauffe autour de la température de transition de quelques degrés, eh bien la molécule, elle se déforme, elle change de volume. Et si j'ai une température oscillante, eh bien, la maille va se mettre à respirer.
Voilà. Vous avez un changement de volume local extrêmement important et qui va nous être très utile, bien évidemment. Alors, ce qui veut dire que du moment que nous savons faire des bâtonnets, on va coupler ces bâtonnets avec une couche d'or qui, elle, ne voit pas la température. Si je fais un petit changement de température d'1 degré autour d'une température de transition, la couche d'or, là, elle est sur la même position. Par contre, la couche à transition de spin ici, autour de la température de transition, j'ai de fortes variations de distance ici, là, au niveau de la connexion de la liaison. Et comme vous avez un bilame, un, il a envie de changer de volume et l'autre, il a envie de rester sur place. Par conséquent, vous allez créer ce qu'on appelle de la friction. Plutôt, vous avez une actuation qui va arriver autour de la transition. Donc, vous vous attendez à quelque chose comme je suis dans l'état bas spin à une certaine température, je suis dans cette position. Si je fais transiter la partie à transition de spin, puisqu'il y a des changements de distance, eh bien, j'ai une actuation comme ceci qui va se faire, qui est un effet tout à fait naturel. Et l'idée, c'est de voir est-ce que cet effet-là, on va l'observer sur nos objets. Alors, on va faire la manip. Voilà. Donc, on va déposer sur un matériau, sur une couche d'or, donc le matériau en question. Et vous voyez, donc on a pris un système dont la transition est très graduelle pour la photo, pour voir un peu l'effet. Et vous voyez là, donc le bilame, la transition, donc l'actuation suit parfaitement le changement de température. Et donc là, ça dit que finalement, juste par la température, on est en train de générer du mouvement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le sens du mouvement est contrôlable. Vous êtes chaud, vous allez à gauche, froid, vous êtes à droite. Donc le contrôle de la température égale contrôle du sens du mouvement, de l'actuation. Et ça, c'est un point hyper important pour la suite. Donc, nous avons été voir un tout petit peu du côté de la lumière, parce que vous savez, ces systèmes sont photocommutables aussi. On voit aussi que par la lumière, on peut aussi générer cette actuation, c'est-à-dire on va convertir une énergie lumineuse en une énergie mécanique aussi. Voilà. Bien, donc à partir du moment où on a cette actuation, on a voulu l'exploiter en faisant des composites. Donc l'idée, c'est de prendre un polymère, de mettre des nanoparticules à transition de spin dans le polymère, de contrôler qu'on a bien la température. À partir du moment où vous avez le polymère, on peut faire par e-beam ou bien par photolithographie, on peut structurer le système sous des formes qui nous intéressent. Là, vous avez donc le matériau, et vous avez aussi un matériau, soit de l'aluminium ou de l'or, pour venir apporter la température en chauffant électriquement le système de façon contrôlée. Donc l'idée, c'est de voir est-ce que cette structure-là va montrer de l'actuation, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose par rapport à ce changement de volume. Eh bien, si on fait la manip, vous voyez là, donc on fabrique ces structures-là, vous voyez, quand on fait passer un courant oscillant dans le système, vous voyez, on a de l'actuation qui se fait au sein même de cette structure qui est prédéfinie. Et ce qui est intéressant ici, c'est de voir en fait, par exemple sur celle-là, vous avez non seulement l'actuation qui se fait, mais vous avez aussi un changement de couleur. Donc en gros, vous avez à la fois la partie actuation, donc la partie actuation, mais la partie changement de couleur qui vous permettra de capter, de faire du sensing de la position, comme un vrai muscle. Parce qu'un muscle, vous faites un mouvement et vous savez où est le muscle, parce qu'on est plein de capteurs, nous, humainement. Donc en gros, là, ici, vous avez donc l'actuation qui se fait de façon contrôlée, mais aussi au travers la couleur qui change quand l'actuation se fait, vous pouvez capter la position.
Alors évidemment, on a cherché à mimer des structures, enfin des objets naturels. On essaie de se rapprocher dans une idée de muscle artificiel. Hein. C'est le travail un peu vers lequel on se dirige, c'est d'essayer d'aller vers des objets adressables, contrôlables, et essayer de reproduire les fonctions muscles qu'on pourrait intégrer dans les applications futures, etc. Bien sûr, les premières observations ont mérité une étude bien détaillée. Donc, ce qu'on avait fait très rapidement, on a regardé par AFM les changements des propriétés élastiques, par exemple le module de Young ici du matériau, et on a été dressé ce qu'on appelle la work density table, c'est-à-dire la capacité du matériau à fournir du travail. Hein. Ça, c'est une table qui existe chez les mécaniciens ou les mécaniciens. C'est plotter le module de Young en fonction d'une contrainte qu'on applique. Vous voyez, le muscle humain, il est là. Hein. Donc, sa work density, elle est autour de cette zone qui est là. Notre matériau à transition de spin, il est à 2 ordres de grandeur plus haut. Donc, en gros, nos matériaux peuvent fabriquer peuvent produire 2 fois plus de travail que le muscle humain. C'est ce que dit un peu cette table qui est là. Et on a été, bien évidemment, regarder la vitesse de réponse. Hein. Donc, au niveau macroscopique, on voit que la vitesse d'actuation du matériau dans le niveau macro, elle se fait de l'ordre d'une dizaine de hertz, qui se compare au muscle humain quand on est macroscopique. Par contre, quand on passe à des systèmes micro-nano, on voit que la vitesse d'actuation est augmentée, elle peut passer jusqu'à 100 kHz. Donc au niveau micro-nano, non seulement on a une capacité de produire du travail 2 fois plus, 2 ordres de grandeur de plus que le muscle humain, mais ça peut être extrêmement rapide. Voilà. Bien, donc on a analysé les différents matériaux existants, hein, et en particulier par rapport au nylon, aux différents polymères existants, hein, on a analysé leurs propriétés élastiques et on voit que nos matériaux, ils peuvent être 100 fois plus robustes que les matériaux classiques existants. Et par conséquent, ça leur donne un vrai potentiel d'utilisation. Donc, on a été fabriquer des composites. Donc ici, c'est composite de notre matériau avec un polymère, couplé à un composite polymère avec de l'argent, donc des flocons d'argent pour apporter la chaleur par effet Joule, hein, et faire un composite un peu dans lequel on peut chauffer de façon contrôlée, hein. Et là, avec les collègues automaticiens, roboticiens du LAS, ils nous ont fait un circuit pour essayer de voir comment travaillent ces matériaux muscles pour les tester. D'abord, au niveau macroscopique, on voit que ça répond aussi très très bien, c'est contrôlable, ça répond correctement, je dirais. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'actuation peut être de l'ordre de quelques millimètres. Et surtout, c'est que sur cette courbe-là, vous avez la position en fonction des différents cycles, en fonction d'une référence, donc qui est en noir ici, et la réponse, elle est en rouge. Même si on fait plus de 35 000 cycles, on a une reproductibilité parfaite de la référence. Ça veut dire que le système suit parfaitement le contrôle, même en laissant le système fonctionner plus de 2 semaines, en continu. Il n'y a pas de fatigue. Et ça reproduit parfaitement le signal de référence introduit par les roboticiens. Voilà, donc en utilisant un peu l'organisation, l'orientation de ces nanobâtonnets par des polymères composites, donc par du blade casting, on peut orienter nos bâtonnets dans des polymères pour exalter la variation de volume dans une direction. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on peut avoir même des systèmes qui se plient sur eux-mêmes de façon, je dirais, spectaculaire. Et aussi, si on veut parler rendement,
c'est-à-dire quelle est la force que peut produire cet objet, eh bien, il peut porter plus de 8 fois sa masse. En gros, donc on a mesuré la masse de l'ensemble de l'objet, on l'a chargé pour voir un tout petit peu quel est le rendement de cet objet. Eh bien, même une charge de 8 fois sa masse, il peut la soulever et il peut y aller et de façon contrôlée. Ce qui donne des perspectives assez intéressantes pour la partie robotique et en perspective muscle artificiel. Hein. Donc c'est un papier qu'on est en train de publier à Materials Horizon qui montre un tout petit peu le détail de ces études mécaniques, intégration pour la robotique, pour leur contrôle, et en particulier l'activité de ces matériaux adressables. Pour dire que on est parti de la molécule et on en est là. Et je pense que la suite va être encore plus intéressante puisqu'on va s'intéresser à essayer de reproduire le muscle artificiel, de réparer, d'essayer de faire des objets en robotique pour commencer très simplement par des systèmes basiques et essayer d'aller encore le plus loin possible en partant bien évidemment de la chimie de coordination, de la molécule, de la chimie moléculaire, et on voit où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et je pense que la suite des événements va être aussi très, très jolie et très intéressante, très excitante. Ça tombe pile poil, l'ERC tombe pile poil au bon moment, puisqu'il y a un projet ERC qui vient juste de démarrer là-dessus. Et par conséquent, non seulement il y a de très belles idées, de très bonnes choses à faire, mais en même temps on va être soutenu, donc nos étudiants vont être soutenus, notre laboratoire, nos services, pour aller dans cette aventure. Eh bien, je crois que on essaye de répondre à oser entreprendre, n'est-ce pas ? Donc on a osé entreprendre sur cette histoire-là, et je pense qu'il faudrait qu'on ose entreprendre pour la suite des événements. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions.